tous, merci pour votre présence ce matin à ce nouveau numéro des Petits Déj Pro, donc le 52e. Les Petits Déj Pro, c'est un événement qu'on organise entre le Rubixco, le tiers-lieu donc de la communauté de communes, et l'association RET. Donc l'association RET, c'est une association de dirigeants d'entreprise qui représente le territoire auprès des instances publiques ou non, et il y a à peu près 80 adhérents. Ce matin, j'excuse son président Maxime Lehoux qui ne peut pas être présent pour animer la matinale. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Maître Hardy et Maître Bonamy pour cette matinale ce matin dédiée à la loi de finances 2025 sur la partie fiscale et sociale. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Maître Bonamy qui va démarrer la session de ce matin. Et ensuite, on aura une deuxième partie avec Maître Hardy sur les parties un peu plus fiscales. Donc, le format, on démarre sur à peu près 45 minutes de présentation sur les deux parties. Ensuite, on aura un temps d'échange avec le public et aussi les personnes qui nous suivent sur le Facebook Live. Juste pour rappel, le format des Petits Déj Pro, c'est une fois par mois, tous les premiers vendredis du mois. Donc, on vous accueille ici en présentiel au Rubixco et vous avez aussi la possibilité de nous suivre en distanciel. Et si vous avez loupé la session, c'est pas très grave parce qu'on a notre chaîne YouTube qui permet d'avoir les replays de toutes les sessions qui sont passées depuis le début. Donc les 52 Petits Déj Pro y sont. Si vous souhaitez les revoir, c'est possible aussi. À toi la parole, Johanna. Et merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à toi, Soufiane, de nous accueillir au Rubixco. Donc, je suis Johanna Bonamy, je suis avocate et je m'occupe exclusivement des problématiques en droit du travail et droit de la sécurité sociale au sein du cabinet FIDAL. Le cabinet FIDAL, pour vous en dire un mot, c'est un cabinet de droit des affaires dont la vocation est d'accompagner les entreprises et leurs dirigeants. Donc, on a au sein du cabinet toutes les compétences pour accompagner l'entreprise et le dirigeant sur toutes les problématiques juridiques qu'ils peuvent rencontrer. Droit du travail, droit fiscal, je dois créer ma société, je dois la céder, je dois rédiger des contrats commerciaux, je dois m'intéresser à la question de la propriété intellectuelle, des problématiques d'invention. J'ai un contentieux en droit des affaires. On a constitué le cabinet pour avoir en son sein l'ensemble des expertises nécessaires. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille pour le cabinet. Et aujourd'hui, on est ravis d'intervenir sur un sujet vraiment passionnant. Vous allez voir, la loi de finances 2025, un sujet d'actualité. Et je vais donner la parole tout de suite à Dylan pour qu'il puisse se présenter et présenter les premiers éléments de la loi de finances. Un peu de technique. Hop, parfait. Merci Johanna. Donc oui, comme Johanna a dit, maître Dylan Hardy, avocat fiscaliste au sein du cabinet FIDAL. Donc pour commencer, on vous a fait un petit sommaire pour vous présenter un peu l'intervention qu'on va réaliser. Donc quelques petits avant-propos sur la loi de finances pour 2025, notamment au regard de sa singularité. Ensuite, je continuerai avec les actualités fiscales et ensuite les actualités sociales. Petit avant-propos. Bon, c'est un peu logique pour vous, mais je préférais vous le rappeler. La loi de finances pour 2025 n'est pas une loi de finances ordinaire. Habituellement, la loi de finances, elle est votée avant le 31 décembre de l'année, sauf que cette année-là, l'année 2024, au regard du contexte politique et notamment de la démission du gouvernement Barnier, n'a pas pu avoir lieu avant le 31 décembre 2024, ce qui a obligé en réalité le gouvernement à édicter, en tout cas à promulguer une loi de finances spéciale pour permettre à l'État de prélever les impôts et également de recourir à l'emprunt. Donc on le verra un peu plus tard, mais ce vote de cette loi de finances 2025 en 2025 a des conséquences sur certaines dispositions sur lesquelles je reviendrai par la suite. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'on est sur une loi de finances un peu particulière due au contexte politique et c'est une première, hein, ça n'avait jamais... on n'avait jamais eu une loi de finances votée au-delà du 31 décembre 2000, de la loi de finances, du 31 décembre, pardon. C'est ce titre-là qui nous semblait intéressant
de pouvoir proposer lors d'un petit déj pro ce sujet-là, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a quand même une certaine actualité liée à ce calendrier qui est un peu perturbé. Tout à fait. Et donc, comme vous voyez, en réalité, la loi de finances a été promulguée le 14 février 2025, avec certaines conséquences que l'on verra par la suite. Petit point également sur la situation des finances publiques de la France. Ça va. Non. Ah, ça va pas. Ça va pas. Mais ça va pas, mais c'était pas un secret. Pour autant, on a une courbe qui monte. On a une courbe qui monte. Qui est régulière dans sa montée. Plutôt régulière, pas trop exponentielle, mais bon. Pour autant, faut savoir qu'en France, aujourd'hui, la dette publique, elle est d'environ 305 milliards d'euros, ce qui est quand même très très conséquent. Il faut savoir que le dernier budget bénéficiaire français date de 1974. C'était Pompidou qui était président pour l'anecdote. Et donc en fait, depuis 1974, on n'a pas un budget bénéficiaire. Et en 2024, on a fait un déficit, enfin la France, l'État a un déficit de 170 milliards d'euros. Pour 2025, le gouvernement prévoit un déficit de 139 milliards d'euros, mais on sait très bien que ce ne sera pas réalisé. En tout cas, les estimations faites en dehors du gouvernement prévoient un déficit qui devrait être au mieux un peu moins que celui de 2024, mais au pire dans les mêmes taux. Faut savoir également qu'aujourd'hui, le remboursement de l'emprunt français est plus important que le budget alloué au premier ministère de France, qui est le ministère de l'Éducation nationale. Donc aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale, c'est environ 55 milliards d'euros. Le remboursement de la dette française, on est aux alentours de 65-70 milliards d'euros. Donc, ça va aller ça n'ira que de pire en pire. Donc voilà, il faut aussi avoir à l'esprit que cette situation-là a des conséquences forcément sur les dispositions qui sont votées ensuite en loi de finances, parce qu'en réalité, il faut en réalité faire rentrer plus d'argent pour l'État, et donc ce qui amène, on verra, notamment aujourd'hui à taxer des grandes entreprises un peu plus durement. Donc, je vais commencer par les actualités fiscales de la loi de finances. Je vous ai listé quelques principales mesures de la loi de finances pour 2025 que je ne vais pas forcément développer, mais qui sont intéressantes et en tout cas qu'il faut avoir à l'esprit et qui ont fait débat. Donc, c'est vrai qu'en l'absence de loi de finances au 31 décembre 2024, on s'était posé la question de savoir quid du barème progressif. Est-ce que celui-ci allait demeurer avec les mêmes seuils qu'en 2024 ou non? Et en effet, la loi de finances pour 2025 a permis d'indexer le barème progressif comme il est fait chaque année. Donc ce barème a été indexé sur le taux de l'inflation de 1,8%. Donc là-dessus, pas de souci. Les contribuables ne seront pas lésés à ce titre par une loi de finances qui a été votée un peu trop tard. Création d'une contribution différentielle sur les hauts revenus. Alors vous en avez certainement entendu parler. On a déjà la CEHR, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui pour les personnes célibataires qui ont un revenu fiscal de référence de plus de 250 000 euros et pour les mariés de plus de 500 000 euros, payent une contribution exceptionnelle, de l'ordre de 3 ou 4% selon leurs revenus. À côté... Je ne sais pas si ça parle à la salle, mais... Et donc là, le gouvernement a créé une contribution différentielle sur les hauts revenus. C'est pour permettre en réalité à ces personnes qui gagnent qui ont un revenu fiscal de référence de plus de 250 ou 500 000 euros, de payer un minimum d'imposition de 20%. Donc après, il y a certains retraitements, mais en réalité, aujourd'hui, c'est vrai que si on fait une plus-value qui est imposée à la flat tax, donc 12,8%, et donc si on fait une grosse plus-value là-dessus, on sera imposé qu'à 12,8%. Donc on va agréger toute l'imposition qu'on a payée et on va regarder si en réalité le contribuable a payé plus ou moins de 20%.
Si c'est moins, et ben alors la contribution différentielle sur les hauts revenus va permettre de faire payer aux contribuables un minimum de 20% d'impôt par rapport à ses revenus. Juste flat tax pour... Flat tax, ça vous parle? Non. Flat tax, c'est une imposition qui est forfaitaire, donc notamment pour les plus-values de valeur mobilière, de cession de titres par exemple. On est à 12,8% d'imposition et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ça veut dire que si on fait une plus-value de 100, on aura 30% à reverser, 17,2% pour les prélèvements sociaux, 12,8% pour l'impôt sur le revenu. Donc voilà. Autre mesure assez importante et qui était un peu attendue malheureusement, c'est que la plus-value de cession des locations meublées non professionnelles est majorée des amortissements pratiqués. Aujourd'hui, si certains d'entre vous pratiquaient du LMNP, avant la loi de finances, LMNP, location meublée non professionnelle, du Airbnb, oui, voilà, de façon classique. Dans ce cas-là, en réalité, avant la loi de finances, on faisait juste pour la plus-value prix d'achat, enfin prix de cession moins prix d'achat. Donc c'était assez correct pour le contribuable. Sauf que le LMNP permet en réalité chaque année de minorer son résultat par un amortissement. Donc ça permet de payer moins d'impôts tout du long de la location. Et donc, avant la loi de finances, ces amortissements n'étaient pas repris dans le calcul de la plus-value. Désormais, le calcul de la plus-value de cession se réalise de la manière suivante. On prend notre prix d'acquisition, notre prix de cession, on retranche le prix d'acquisition ainsi que l'ensemble des amortissements pratiqués. Donc, on voit bien qu'en réalité, la plus-value va être beaucoup plus importante. Donc c'est un peu c'est quand même une disposition qui est un peu défavorable pour le contribuable. Tout de même, il faut relativiser un peu parce qu'on reste sur des plus-values qui sont immobilières et donc on a des abattements à partir de 5 ans, des abattements concernant l'IR et concernant les prélèvements sociaux, et donc qui fait qu'au bout de 30 ans de détention du bien, si on le cède, on n'a aucune plus-value. Bon, donc voilà, c'est quand même c'est une mesure qui était attendue, hein, parce que c'est vrai que c'était un système qui était un peu dérogatoire et c'était un peu une niche sur laquelle beaucoup de gens s'étaient engouffrés, mais le LMNP reste quand même intéressant. Voilà. Donc on a également la pérennisation du dispositif Coluche qui permet une réduction d'impôt de 75% pour les dons qui sont réalisés au profit d'organismes aux personnes en difficulté. Donc ces 75%-là ne sont pas nouveaux. On a toujours eu, en tout cas les années précédentes, on a le bénéfice d'une réduction d'impôt de 75% si on fait un don donc au Resto du Cœur notamment, ou tout organisme d'aide aux personnes en difficulté. Sauf que là, la loi de finances, elle vient pérenniser cela. Et donc, pour les années à venir, on est certain que, sauf changement de la part du législateur, hein, mais que les dons faits aux organismes d'aide aux personnes en difficulté demeureront en tout cas 75% de... Donc ça, c'était plutôt pour les particuliers. Pour les entreprises, ça nous concerne beaucoup moins... En tout cas, ça vous concerne beaucoup moins, je pense. Mais on a la création d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Qu'est-ce qu'une grande entreprise? C'est une entreprise qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans l'année. Qui est concerné? Avouez. Ça concerne 440, à peu près 400 ou 440 entreprises en France. Donc, pas grand monde. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas le présenter plus que ça. Pareil, on a une création d'une taxe sur les rachats d'actions suivies d'annulation pour les grandes entreprises. Tout pareil, on est encore sur les entreprises de plus d'1 milliard qui réalisent un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. Donc ça nous concerne. Avec quelle hauteur la contribution exceptionnelle? Alors en fait, il y a deux taux. Pour les entreprises, si je ne dis pas de bêtises, qui ont un chiffre d'affaires compris entre 1 et 3 milliards d'euros, on est sur 20% de l'IS qui est payé. L'impôt sur les sociétés. Merci. Et au-delà de 3 milliards, on doit être à 40% ou 40 et quelques. Et quand on dit qu'elle est exceptionnelle, c'est qu'elle est que pour cette année-là? Pour l'instant, elle est que pour cette année-là. Donc, est-ce qu'elle aura vocation à être prorogée
peut-être, on ne sait pas, c'est le législateur qui le déterminera. Après, au vu tout à fait. Au vu du graphique présenté auparavant, il ne paraît pas inconcevable que cette contribution exceptionnelle ne soit pas si exceptionnelle. Donc voilà. Face à la gronde, en tout cas du monde agricole, la loi de finances pour 2025 a également permis, en tout cas, oui, la loi de finances a fait l'objet de certaines mesures pour soutenir le monde agricole, notamment au profit des jeunes agriculteurs. Voilà, il y a plusieurs mesures que je n'ai pas en tout cas précisées ici, mais en tout cas c'est bon à savoir et ça fait suite en réalité à la gronde des agriculteurs de l'année 2024 et tout ce qui s'est passé dans les médias comme vous avez pu le suivre. Enfin, on a la suppression de la réduction d'impôt qui est accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréées. Je ne sais pas si ça vous parle, mais si vous étiez adhérent à un centre de gestion ou une association agréée, vous aviez un crédit d'impôt qui pouvait aller jusqu'à 905 €, je crois. Et donc cette réduction d'impôt a été supprimée. Donc voilà. Concernant les mesures que je vais un peu plus vous expliquer, sur lesquelles je vais revenir un peu plus longuement, c'est notamment le report de la suppression progressive de la CVAE. Donc la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui forme avec la CFE la contribution économique territoriale, l'ancienne taxe professionnelle pour certains, si ça vous parle. La loi de finances pour 2024, elle avait aménagé la suppression progressive de la CVAE et donc l'avait étalée jusqu'en 2027. Et donc en 2027, on ne devait plus avoir de CVAE. En 2025, on devait avoir une CVAE au taux de 0,19% et en 2026 de 0,9%. Cela a été reporté par la loi de finances pour 2025. Et en réalité, la suppression devrait intervenir en 2030, sous réserve que les lois de finances prochaines, en tout cas, ne reviennent pas sur la question. Donc on le voit, aujourd'hui, en 2025, 2026 et 2027, on aura une CVAE au taux de 0,28%, en 2028, 0,19%, en 2029, 0,90%. Donc on est vraiment juste sur un report dans le temps. Petite particularité, c'est que dès lors que, en réalité, la loi de finances pour 2025 a été votée en 2025 et non en 2024, normalement, on est toujours sur notre taux à 0,19%. Sauf que le gouvernement a été astucieux, il a créé une contribution complémentaire pour la CVAE, juste pour 2025, et donc qui est de l'ordre de 47,3%, si je ne m'abuse, de la CVAE de 19%, et donc on arrive bien à nos 28%, et donc à ce qui était escompté en réalité par le gouvernement. Donc c'est là où on voit un peu que bien que la loi de finances ait été votée après le 31 décembre 2024, le gouvernement en tout cas a pu continuer à avoir le taux de CVAE qu'il souhaitait par le biais en réalité de cette contribution complémentaire de la CVAE. Tout le monde appelle la CVAE. Non, il y a des seuils, tout à fait. Tout à fait, à partir de 500 000 € de CA, après on a des seuils, il y a des différenciations de calcul. Quand je vous parle de 0,28%, ce sont pour les entreprises qui font plus de 50 millions. Donc voilà, mais à partir de 500 000 jusqu'à 3 millions, si je ne m'abuse, il y a un calcul, à partir de 3 millions jusqu'à 10 millions, il y a un calcul, donc voilà. Tranche de chiffre d'affaires. Exactement. On a également l'abaissement du seuil de la franchise en base de TVA. Est-ce que la franchise en base de TVA, ça vous parle? C'est les seuils pour lesquels, jusqu'auxquels, en tout cas, les chiffres d'affaires jusqu'auxquels les entreprises ne doivent pas, en tout cas, ne sont pas obligées de payer leur TVA. Donc, si on reprend les chiffres qui étaient les leurs avant 2024, on voit bien qu'on avait des chiffres différenciés selon qu'on était dans des livraisons de biens ou alors qu'on était dans des prestations de services ou quelques régimes particuliers, notamment les avocats, les auteurs d'œuvres de l'esprit, ainsi que les artistes. La loi de finances pour 2025 est venue balayer tout ça et a dit on va mettre un seul seuil
et on va l'abaisser, je dirais pas au maximum, mais pas loin. Parce que dès lors qu'on va faire plus de 27 500 euros de chiffre d'affaires sur l'année, on va devoir s'immatriculer à la TVA et donc payer de la TVA. Donc on va la collecter, on va la déduire. Je pense que si vous avez suivi un peu dans les médias, c'est une disposition qui a fait pas mal de bruit, notamment parce qu'en réalité, le fait de permettre à la plupart des entrepreneurs d'être à la TVA, ça aura pour conséquence pour le client final de payer la TVA et donc de payer un bien 20% plus cher. Donc, auprès de la communauté des micro-entrepreneurs. Tout à fait. Les entrepreneurs individuels, les micro-entrepreneurs seront les plus touchés. Donc le gouvernement motive en réalité cet abaissement par le niveau élevé qui étaient les seuils français avant, en tout cas, la loi de finances pour 2025, et une distorsion avec les autres entreprises, entre les entreprises qui payent la TVA, enfin qui sont soumises à la TVA, et ceux qui n'y sont pas soumises. Face au tollé que ça a procuré, en tout cas dans les médias et un peu partout, la mesure a été suspendue jusqu'au 1er juin 2025. Au tout départ, la mesure devait être en réalité appliquée à partir du 1er mars 2025, mais aujourd'hui on est juste devant une suspension de la mesure. On ne sait pas du tout si ce qu'il en sera. Est-ce que on gardera en réalité ces seuils-là? Est-ce qu'on sera sur les seuils précédents? Tout dépend, on ne sait pas. On attend en tout cas un communiqué de la part du gouvernement sur ce point. Donc il faut rester attentif, à savoir que si jamais la mesure s'applique au 1er juin 2025, il y aura beaucoup de micro-entrepreneurs en tout cas qui devront s'immatriculer à la TVA. Donc voilà, affaire à suivre sur ce point en tout cas. On a aussi une modification de l'assiette du CIR. Donc le CIR, peut-être ça parle à tout le monde, le CIR. Crédit d'impôt recherche, tout à fait. C'est un crédit d'impôt, c'est quand même une niche fiscale assez importante, en tout cas assez bénéfique pour les entreprises. À titre juste de chiffres, le CIR, c'est 7,7 milliards d'euros de pertes pour l'État en réalité. Donc c'est quand même assez important. Donc c'est pour ça qu'en réalité, la loi de finances pour 2025 est venue faire perdre un peu de l'efficacité au CIR. En effet, la loi de finances pour 2025 a supprimé les incitations attachées aux jeunes docteurs. Donc pour les personnes qui avaient obtenu un doctorat, les entreprises qui les recrutaient bénéficiaient d'un crédit d'impôt, bénéficiaient dans leur crédit d'impôt recherche d'un doublement des sommes. Ce dispositif-là a été supprimé. On a aussi une suppression de certaines incitations attachées au brevet et au certificat d'obtention végétale, ainsi que la prise en compte des dépenses de veille technologique. Donc on voit que toutes ces dispositions sont faites en réalité pour diminuer le CIR réalisé par les entreprises. Le CIR demeure, mais il est en tout cas nettement diminué. Tout pareil, on a un abaissement à 40%, alors qu'avant on était à 43% des dépenses de personnel retenues pour le calcul des autres dépenses de fonctionnement. Donc on est bien dans une optique en réalité de faire baisser l'économie d'impôt réalisée par ce crédit d'impôt recherche, qui est le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt le plus important pour les entreprises. À côté du crédit d'impôt recherche, on a le crédit d'impôt innovation, donc un peu dans le même esprit. Celui-ci devait être supprimé au 31 décembre 2024. Il a été prorogé, mais avec un abaissement de son taux de 30 à 20%. Donc encore une fois, on est dans ce contexte-là un peu d'abaissement des crédits d'impôt offerts aux entreprises. Est-ce que ça a été assez clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions juste sur ce point? Non? Prorogé jusqu'en 2027. Prorogé jusqu'en 2027. Sur la finance 2026, qui sera offert. Tout à fait. Après, peut-être qu'il sera aussi prorogé en 2027. Après, ce sera à voir avec l'État, en tout cas des finances publiques de l'État à ce moment-là. Mais pour le moment, on en est là. Oui, alors ce sont les certificats d'obtention.
qui est végétal. On a des vous arrêtez à abreuver. Merci. On passe aux mesures sociales. Maintenant qu'on a fait plein d'économies d'impôts partout grâce à Dylan, on va redépenser un peu d'argent avec moi. Actualité sociale. Moi, je voulais vous parler d'un dispositif qui, j'ai l'impression, pour en parler avec mes clients, est assez peu connu. Vous allez me dire, c'est l'APLDR, l'activité partielle de longue durée, l'activité partielle de longue durée rebond. Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est un dispositif, je pense, qui est intéressant et dont vos entreprises peuvent se saisir ou vos clients, quand vous conseillez des entreprises. On avait classiquement l'AP, l'activité partielle. Donc, c'est une politique publique qui permet aux entreprises qui sont en difficulté, on va dire depuis toujours, de se dire, bon, là, l'activité, ça va pas bien. OK, l'État va permettre à l'entreprise de diminuer son activité, de réduire le temps de travail de ses salariés et de prendre en charge une partie de la rémunération des salariés pour espérer que dans plusieurs mois, l'activité redémarre. Donc, c'est... Alors, là, je vous parle simplement de l'activité partielle, telle qu'on la connaît depuis toujours. J'ai des problèmes dans mon entreprise, je diminue le temps de travail de mes salariés, l'État, pour simplifier, me rembourse une contribution, et le but, c'est d'éviter les licenciements économiques. Je vais un peu perfuser l'entreprise pendant un certain temps, et puis, comme ça, elle va pouvoir redémarrer et continuer seule. Donc ça, c'était l'activité partielle. Pendant le Covid, on a créé l'activité partielle de longue durée, l'APLD. On s'est dit, OK, j'ai des entreprises qui ont des difficultés, mais dont la pérennité n'est pas remise en cause. Mon entreprise, elle ne va pas forcément se casser la binette. Mais à l'instant T, elle a besoin d'un soutien. Pourquoi? Parce que pendant le Covid, j'ai une crise sanitaire, j'ai une crise économique, j'ai des difficultés conjoncturelles. Donc je vais aider mes entreprises à passer le cap pour, encore une fois, éviter mon licenciement économique et leur donner un nouveau souffle pour l'avenir. Donc ça, c'était l'activité partielle de longue durée, dont le dispositif, en tant qu'entreprise, vous ne pouvez plus rentrer dans ce dispositif Covid depuis 2023. Il y a certaines entreprises qui y sont encore, puisqu'elles y sont entrées, et que ça peut perdurer encore jusqu'à, je l'avais noté, jusqu'à fin 2026. Ce système APLD Covid, moi j'appelle ça APLD Covid, activité partielle de longue durée Covid. Avec la loi de finances 2025, vous avez la possibilité de vous saisir en cas de difficulté d'un nouveau système d'activité partielle de longue durée. On l'a appelé rebond pour le différencier de l'activité partielle Covid. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui avait lieu comme activité partielle pendant le Covid. Ça concerne les entreprises qui ont des difficultés, pareil, conjoncturelles, liées à vraiment quelque chose qui se passe en ce moment. On peut penser par exemple aux taux d'intérêt qui ont augmenté. On sait que dans la construction, c'est quelque chose de conjoncturel. Il y aura toujours besoin de boîtes qui vont construire des maisons, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises ont des difficultés. C'est conjoncturel. Et face à l'observation d'un nombre de défaillances d'entreprises qui est grandissant, l'État a décidé de mettre en place ce dispositif. Ce dispositif, il devait entrer en vigueur au 1er mars 2025, mais on est un peu en retard, comme vous l'avez compris. Donc, officiellement, il est entré en vigueur au 1er mars 2025, mais on est encore en attente d'un décret d'application. Donc, tant qu'on n'a pas ce décret, on ne va pas vraiment mettre en œuvre ce dispositif, mais c'est une question de secondes, jours, semaines. Je vous tiens au courant. Et le dispositif, il a vocation à être temporaire et à perdurer jusqu'au 28 février 2026. 28 février 2026, c'est la date à laquelle votre entreprise peut rentrer dans le dispositif. Ce n'est pas que le dispositif s'arrête au 28 février 2026. Vous avez jusqu'à cette date, donc vous avez, on va dire, une petite année pour entrer dans le dispositif. Si vous entrez dans le dispositif, vous allez pouvoir être accompagné pendant 18 mois sur une période de 24 mois. Donc pendant 18 mois, vous allez pouvoir bénéficier de ces dispositions spécifiques. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste en
réduire l'activité de votre entreprise, placer certains de vos salariés en activité partielle et obtenir une indemnisation qui est la même que ce qui a existé sous l'activité partielle Covid, c'est-à-dire je rémunère mes salariés avec une indemnité de 70%. Le décret devrait confirmer tous ces chiffres. Normalement, c'est acté. 70% d'indemnisation pour mes salariés, 60% au maximum d'indemnisation pour ma société, donc un reste à charge pour les entreprises d'au moins 10%. Je peux réduire mon temps de travail au maximum pour mes salariés de 40%. Attention, 40% c'est la moyenne. Si vous avez besoin pendant plusieurs mois de suspendre l'activité de vos salariés, vous le pouvez. Mais il faut que dans la moyenne, sur vos 18 mois, vous ayez diminué l'activité au maximum de 40%. Et comme ce qui existait sous le régime Covid, on parle par tête de pipe. C'est-à-dire, c'est ce salarié-là, le salarié A, il faut que sur la moyenne, il est réduit au maximum de 40%. Et on prend vraiment salarié par salarié. Ce qui est bien aussi avec ce dispositif, c'est que vous allez vraiment pouvoir cibler dans les entreprises là où vous avez des difficultés. En fait, la boîte, ok, elle marche, ce service-là, il marche, mais en fait, c'est cet atelier-là. Là, on n'arrive pas à produire, on a une augmentation des matériaux, on a des taxes qui nous viennent de sais pas où, de l'autre côté de l'Atlantique, qui est augmentée. Et bien, hop, cette activité-là, ce service-là, cet atelier-là, ça ne va pas. Ok. La PLDR vous permet de faire une demande en disant, ok, c'est cette unité de travail, cette unité de production, ce service que je vais mettre sous cloche, et pas l'ensemble de l'entreprise. Donc vous allez pouvoir vraiment cibler. Pour vous parler un petit peu de comment on fait très concrètement, il faut négocier un accord d'entreprise, accord d'établissement, accord de groupe, ou vous pouvez aussi le faire sous la forme d'une DUE, une décision unilatérale de l'employeur. Donc c'est une décision qui est prise unilatéralement par l'entreprise, mais, et attention, là ça réduit le champ d'action actuellement, uniquement si vous avez un accord de branche étendu. Ce dispositif invite les branches à se saisir de la création de la PLDR pour permettre aux plus petites entreprises qui n'ont pas forcément en leur sein les représentants du personnel leur permettant de conclure un accord collectif, de pouvoir conclure une décision unilatérale. Donc vous ne le pouvez conclure une décision unilatérale que si vous avez un accord de branche étendu qui le prévoit. Sinon, vous pouvez toujours faire un accord collectif pour ceux qui pratiquent ça, dont c'est la passion comme moi. Vous pouvez faire un accord collectif avec ce qu'on appelle les modes dérogatoires. J'ai pas de CSE, donc j'ai pas de délégué syndical, donc je vais conclure ça avec mon CSE, mon anciennement comité d'entreprise, ou avec un élu, avec un salarié qui va être mandaté par une organisation syndicale. Il y a plein de petites méthodes comme ça qui vous permettent quand même de retomber sur vos pattes. Une fois que je vais avoir conclu cet accord, je vais le transmettre à l'autorité administrative pour homologation. Donc il y a un site internet qui existe déjà sur lequel on va déposer l'accord. Et l'administration va pouvoir l'homologuer. Évidemment, qu'est-ce que vous demande l'administration en échange de cette indemnisation? C'est de prendre des garanties d'emploi. Interdiction des licenciements économiques pendant la période de mise sous cloche, évidemment. Qu'est-ce que vous allez faire pour vos salariés en termes de formation? Qu'est-ce que vous allez faire comme action pour pérenniser votre activité? Il y a un suivi derrière. Évidemment, on est sur des fonds publics, il faut que les entreprises aient un certain engagement. Mais rien de nouveau par rapport à ce qui existait auparavant sur l'AP. Sur ce dispositif-là, je vous propose qu'on en termine. On pourra évidemment prendre vos interrogations après. Hop. Encore un peu de dépenses, parce que Idylen, il a quand même bien fait des économies avec tous ces crédits d'impôt. Donc on fait encore des dépenses. Il a aussi fait une contribution exceptionnelle auprès des grandes entreprises. Oui, donc grâce à la contribution exceptionnelle aux grandes entreprises de Dylan, on va pouvoir dépenser encore un peu d'argent. La loi de finances, donc là vous l'avez vu, elle a quand même conscience qu'il y a des difficultés économiques dans certaines entreprises et qu'il faut quand même les aider pour éviter qu'elles se cassent la figure encore de plus en plus. Nous, au cabinet, on a une avocate qui est spécialisée dans ce qui est accompagnement des entreprises en difficulté. On en a quand même de plus en plus. Et c'est un constat qui a conduit le gouvernement à notamment la PLDR, appelons-le par son petit nom, maintenant qu'on connaît bien. À côté de ça, il y a aussi des dispositions qui ont été prises vraiment pour aider les salariés et leur pouvoir d'achat. C'est ces dispositions-là qui sont des dispositions qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont reconduites. On refait un effort en faveur des salariés. On parle de la monétisation des jours de RTT. J'ai des jours
de RTT, donc réduction du temps de travail. Par exemple, je travaille 39 heures, j'ai le droit à 4 heures d'heures supplémentaires sous forme de repos. Je vais pouvoir demander à mon entreprise de me payer ces RTT pour avoir de l'argent et puis avoir un meilleur pouvoir d'achat. L'avantage de rémunérer ces RTT, c'est d'avoir un régime fiscal et social de faveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand mon employeur me donne de l'argent, je paye deux choses. Je paye des cotisations sociales. Donc là, ce système-là permet d'avoir des cotisations sociales un peu plus favorables. Ce n'est pas exonéré de cotisations sociales, mais c'est un système de cotisation patronale et salariale un peu favorable. Et surtout, comme les heures supplémentaires, j'ai une exonération fiscale. Je demande à mon employeur de me payer mes jours de repos. Je vais avoir le même régime social et fiscal qu'aujourd'hui, ce qui existe pour les heures supplémentaires. Donc pour ce qui est de l'exonération d'impôts, on est sur 7 500 € à l'année, exonérés. Ce qui peut être intéressant, attention, nous ne sommes pas dans ce système-là, nous ne sommes pas sur les jours de repos spécifiques aux salariés qui sont en forfait jour. Les salariés qui sont en forfait jour, donc qui travaillent un certain nombre de jours dans l'année, classiquement 218 jours, ils ont des RTT, certains les appellent RTT, on appelle ça plus classiquement des JNT, des jours non travaillés, c'est des jours de repos. Ça, par contre, ça ne rentre pas du tout dans ce dispositif-là. Pareil, les salariés qui diraient, moi j'ai un compte épargne-temps, puis j'ai plein de temps dans mon compte épargne-temps, j'en ai plein des RTT que j'ai placés, donc maintenant on peut peut-être les monétiser. Ça, c'est pas possible. S'ils ont d'ores et déjà été placés dans un compte épargne-temps, ils ne sont plus monétisables. Donc, c'est une prolongation sur l'année jusqu'à fin 2026 de ce dispositif qui existait déjà l'an dernier. Des pourboires, c'est intéressant de le savoir, je ne sais pas si certains d'entre vous ou en ligne sont concernés, mais on a une exonération, cette fois-ci exonération fiscale et sociale, des pourboires reçus par les salariés qui percevraient une rémunération inférieure à 1,6 SMIC. Donc ça correspond à peu près 2 900 € bruts. Donc les salariés sont nombreux dans le secteur à recevoir des pourboires qui sont rémunérés moins de 2 800 ou 900 € bruts, ont cette exonération quand ils perçoivent des pourboires. Et puis, facteur d'attractivité pour les entreprises qui cherchent à recruter. On cherche de plus en plus à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour recruter des talents dans l'entreprise, avoir une belle marque employeur. On a de plus en plus d'entreprises qui se positionnent sur tout ce qui est prise en charge des frais de transport. Oui, mais si vous venez chez nous, les frais de transport, voilà, on est mobilité durable, tout ça. On a une prolongation d'une année d'un régime qui existait l'année dernière déjà sur la prise en charge des frais de transport. Vous avez en fait, pour ce qui est des frais de transport public, une obligation pour l'entreprise de prendre en charge l'abonnement à hauteur de 50%. Si vous allez au-delà, entre 50 et 75%, et que vous dites à vos salariés, moi, le titre de métro ou le bus, c'est pas 50%, mais c'est 75% qui sont pris en charge, l'entreprise a une exonération de cotisation sociale sur ça. Et ça comprend aussi les services publics de location de vélo. On voit à quoi ça, Vélib, Vélov, je ne sais pas comment ça s'appelle partout. L'exonération, c'est sur le delta entre 50 et 75 ou sur les 75 dans la totalité? C'est sur les 75 dans la totalité, me semble-t-il. Ouais, je crois que c'est sur les 75 dans la totalité. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le fait que on a eu depuis des années des politiques publiques extrêmement favorables pour la formation professionnelle et surtout pour l'apprentissage. On voulait que les entreprises aient des apprentis, que les jeunes puissent se former pour ensuite être recrutés dans les entreprises. Donc on a eu des subventions très intéressantes. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous recrutent des apprentis. On savait, voilà, la première année, on avait 5, 6, jusqu'à 8 000 € les années précédentes de subventions pour notre apprenti. Ça coûtait énormément d'argent. Énormément d'argent. Donc là, la loi de finances 2025 dit on va un petit peu réduire la voilure pour économiser sur ces sujets-là. Donc, 3 dispositions que je vous ai mis ici. La première, c'est que, vous savez, quand vous embauchez des apprentis, en fait,
il y a une prise en charge qui est intéressante de la part de, là ce que j'ai marqué, les branches, c'est-à-dire vos OPCO, vos organismes de formation prennent en charge une partie de vos frais de formation. La loi de finances a modifié un article du Code du travail qui va permettre aux branches de moduler, c'est-à-dire, sans langue de bois, de réduire la prise en charge de vos frais d'apprentis, si notamment il y a des modalités de formation à distance. Si vos apprentis sont en partie formés à distance, vos OPCO pourront choisir que vous ne serez plus pris en charge à 100%, 90%, mais seulement 80, 70%. C'est une option qui leur est laissée. Les employeurs vont être obligés de participer à la prise en charge des frais d'apprentissage. Ils ne pourront pas avoir une prise en charge totale de leur organisme de formation dès lors que les apprentis sont formés pour une certification d'au moins Bac+3. On met l'accent sur l'apprentissage avec un niveau de certification qui est plus faible. À partir de Bac+3, on a une prise en charge qui est nécessaire. Ce qui n'était pas forcément le cas les autres années. On avait des dispositifs spécifiques jusqu'à Bac+5. Là, c'est plus le cas. Et puis, on a, pour ce qui est de ce qu'on appelle l'ACRE, les actions de formation dont vous pourriez bénéficier comme créateur-repreneur d'entreprise. Vous pouvez dire, tiens, moi, je vais monter ma boîte, donc, en fait, je vais mobiliser mon CPF, mon compte personnel de formation, je vais prendre de l'argent dessus pour faire des actions de formation, pour créer ou reprendre une boîte. Là, la loi de finances vous dit, OK, d'accord, attention, ce sont des formations uniquement inscrites au RNCP, Registre national des certifications professionnelles. Vous le trouvez facilement sur Internet, Registre national des certifications professionnelles. Si la formation à laquelle vous prétendez n'est pas sur ce registre, vous ne pouvez pas la financer avec votre CPF. Donc là encore, on réduit le champ pour économiser. Voilà. Sans transition. En timing, on est parfait. Super. Voilà, pratiquement 45. Ça nous laisse un peu de temps pour un échange avec nos participants sur des questions concernant la loi de finances, sur la partie fiscale ou sociale. Où on peut se permettre aussi de s'écarter un petit peu. On a la chance d'avoir deux avocats avec nous qui peuvent vous donner quelques conseils aussi sur d'autres sujets. La première question, s'il y en a une, c'est toujours un peu... Pas de modification sur l'impôt sur les sociétés. Sur l'impôt sur la société demeure à... On a toujours notre taux réduit de 15%, de 0 à 42 500, et au-delà, on est toujours à 25%. Sur ce sujet, il n'y a pas de changement. Et il y a bien une suppression du crédit d'impôt formation pour les dirigeants. Alors ça, faudrait vérifier. Alors, c'est l'année prochaine. Il me semble. Tout à fait. Tu évoquais, Johanna, tout à l'heure, l'actualité sur notamment les taxes qui pourraient être mises en place de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce qu'il commence à y avoir des choses? Est-ce que vos clients commencent à un petit peu s'inquiéter? Est-ce qu'il va y avoir des mesures? Est-ce que, notamment pour soutenir les entreprises en difficulté par rapport à cela? Il y a des choses qui commencent à bouger ou pas? Non, là, moi, c'est vraiment beaucoup trop tôt. Ouais. C'est beaucoup trop tôt. Là, on est en train, je pense, le gouvernement, comme un peu tout le monde, en train d'accuser un peu le coup, de voir ce qui va se passer. C'est vrai que la PLDR, qui n'a pas du tout été conçue pour ça, parce qu'évidemment, elle a été conçue antérieurement aux annonces du gouvernement américain, pourra quand même soutenir les entreprises qui seraient sujettes à ça. Est-ce que c'est la conjoncture ou est-ce que c'est des mesures pérennes aussi? Parce que l'activité partielle de rebond, c'est pour un instant T aider, mais si les taxes sont maintenues pendant des années et des années, on ne pourra pas de toute façon perfuser des entreprises qui, je sais pas, on pense notamment, je crois, certains spiritueux français qui vont être surtaxés. Là, il y a une vraie question de pérennité dans les entreprises, mais de façon vraiment globale et à long terme. Donc trop tôt, et j'ai pas du tout eu de retour de mes clients parce qu'ils sont tellement dans la tête dans le guidon pour d'autres sujets qu'ils sont pas encore sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plutôt clair. Super. Bon. Est-ce qu'en ligne on a des interventions?
Bonamy et Maître Hardy Merci à vous. du cabinet Fidal. Vous avez les coordonnées qui sont juste là. On fera passer avec votre accord la présentation aux participants Bien sûr. afin qu'ils puissent avoir quelques informations pour pouvoir repartir avec eux. Nous, on vous donne rendez-vous non pas le mois prochain parce que comme je vous l'ai dit en préambule, on fête les 5 ans du Rubik's Code, donc il n'y aura pas de petit déj pro le mois prochain au mois de mai, mais il y en aura un au mois de juin. Pour les 5 ans du Rubik's Code, bien évidemment, vous êtes tous et tous invités. Et on vous souhaite une bonne journée et à bientôt.